Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Cécile Lacou, qui est la directrice des études, des statistiques et de la prospective du CNC, et Stéphane Lebars, le délégué général d'Anime France, pour une présentation des chiffres de l'animation 2024 et une mise en perspective. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc déjà, merci à vous toutes et tous d'être restés jusqu'au bout de ce vendredi matin pour la dernière conférence des RAF. Alors moi aussi, je prends le train de 11h30, donc je vous rassure, nous allons essayer d'être efficaces. Comme chaque année, pour ce rendez-vous traditionnel, je vais vous présenter les principales tendances du marché de l'animation française, aussi bien côté audiovisuel que côté cinéma d'animation, et également faire un point sur la place de l'animation française sur la scène internationale. Et je laisserai ensuite Stéphane Lebars apporter ses éclairages et sa vision de la situation. Donc, tout d'abord, côté audiovisuel, donc vous avez certainement vu les chiffres de l'emploi d'audience hier qui montraient une baisse assez forte de l'activité en 2024. Nous, ce que l'on voit sur le marché, c'est en réalité que cette baisse de l'activité, elle recouvre des réalités différentes. Si on regarde côté audiovisuel, on a eu un regain de la production française en 2024. Par contre, effectivement, on a eu un fort recul de l'activité de prestation. Donc, tout d'abord, sur la production française, nous avons aidé au CNC l'année dernière 316 heures d'animation, donc en hausse de quasiment 14% sur un an. Et on a repassé la barre des 300 heures, donc on est même au-dessus de la moyenne des 10 dernières années de 308 heures. Alors, vous le savez, l'animation obéit à des cycles de production longs de 2-3 ans, donc régulièrement nous avons des cycles hauts avec beaucoup de projets lancés qui sont suivis de cycles bas avec moins de projets lancés, ça se voit très clairement sur le graphique. Et en 2022, on avait un cycle bas qui était très marqué. Et donc ce recul-là en 2022, il se répercutait aussi sur l'activité 2023-2024. Donc 2024, au contraire, on a un regain, comme je disais, de la production d'animation et on a une croissance des investissements qui est encore plus importante, puisque sur un an, elle est de 24%, pour atteindre près de 300 millions d'euros de devis. Donc c'est le deuxième plus haut niveau historique derrière 2021. Ce qui signifie, in fine, que le coût horaire de ces programmes, il est également en croissance et il atteint un niveau record en 2024 à 932 000 euros de l'heure, donc c'est en hausse de 8,8% sur un an, et même si on tient compte des effets d'inflation, et donc on raisonne en euros constants, c'est quand même en progression de 6,7%, donc davantage d'investissement aussi sur ces programmes d'animation. Alors vous le savez aussi, l'animation a une structure de financement qui lui est propre, avec certaines particularités, notamment le fait que ce sont des programmes qui sont davantage tournés vers l'international, qui font appel davantage à la coproduction et au financement étranger. Les apports étrangers sur la production d'animation audiovisuelle, c'est plus du quart des financements, alors que c'est 9% sur l'ensemble de la production audiovisuelle aidée. Et autre spécificité, c'est la part couverte par les diffuseurs est bien plus faible sur l'animation, elle est de 22% en 2024 contre presque 50% des devis qui sont couverts par les diffuseurs sur l'ensemble de la production audiovisuelle. Pour le reste, on a également des petites différences, des aides du CNC qui sont un peu plus importantes pour l'animation, comme vous le voyez ici, de 3,8 points de plus à 15,6%, et également d'autres financements français. Dans ces autres financements français, il y a les aides des collectivités territoriales, qui là aussi, en proportion, sont 2 fois plus importantes pour l'animation, si on compare à la fiction, à 2,8%, avec 2 régions qui, à elles seules, représentent un tiers de ces financements des collectivités territoriales. Ce sont les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les aides de la Nouvelle-Aquitaine. Alors je le disais, les diffuseurs, ils assument une part des devis qui est beaucoup moins importante sur l'animation. Néanmoins, ce sont eux qui sont commanditaires de ces programmes, bien évidemment. Et en premier lieu, France Télévisions, comme vous le voyez, chaque année, qui est de loin en tête des investissements. En 2024, quasiment 26 millions d'euros pour 139 heures. Donc on est dans la moyenne en termes d'investissement de la décennie. Et puis là, vous voyez bien ce que je disais, les cycles hauts et les cycles bas. Donc on a des variations assez fortes d'une année sur l'autre, quels que soient les diffuseurs. Et puis derrière, vous avez 3 groupes, Canal+, TF1, M6, qui sont assez proches, avec une forte progression côté Canal+, à plus de 10 millions d'euros, progression également de TF1 à 9 millions d'euros, et relative stabilité d'M6 à 7,4 millions d'euros. Alors ces chiffres-là, ils proviennent des dossiers d'agrément, de demande d'aide déposés au CNC. Donc juste pour rappel, ils ne préfigurent pas du respect des obligations d'investissement de ces diffuseurs qui sont validées et vérifiées par l'ARCOM,
qui sont sur une temporalité différente et des périmètres souvent différents. Voilà, juste, donc nous, on a ces effets aussi, comme je disais, de cycle haut, cycle bas. Et puis l'année dernière, quand j'étais venue, je vous avais dit, on a ouvert donc, le fonds de soutien audiovisuel aux œuvres destinées aux plateformes au 1er janvier 2023. Et pour autant, en 2023, nous n'avions pas vu de projet financé par les services de vidéo à la demande par abonnement. En 2024, nous en avons eu quelques-uns, nous en avons eu 3 très exactement. Un financé par Netflix autour de Ghost Force et 2 par Disney+, autour de la franchise Miraculous, pour un total de 22 heures. 22 heures de programme sur les 316 heures aidées, évidemment ça reste encore marginal, mais c'est un premier pas. Et si on y ajoute le programme qui avait bénéficié du fonds sélectif plateforme, qui avait été ouvert avant l'ouverture officielle du fonds de soutien audiovisuel à ces projets, c'était Karaté Mouton financé par Netflix, on a eu en tout 4 projets financés par un SMAD. Je rappelle que dans le cadre de la production audiovisuelle aidée, le producteur français est producteur délégué et conserve la propriété intellectuelle des œuvres. Ce que nous avions également établi avec l'ARCOM, parce que nous avions fait le bilan des obligations et du décret SMAD, et en novembre 2024, ça aussi j'en avais parlé l'an dernier, c'était que ces services-là respectaient leurs obligations d'investissement sur l'animation, mais essentiellement à travers des acquisitions, et Gaëtan Bruel l'a rappelé en introduction. C'est pour cela que la ministre a souhaité une révision du décret SMAD qui est en cours et dont on espère qu'elle pourra être mise en œuvre dès le 1er janvier 2026, qui permettra, de revaloriser le sous-quota diversité pour d'autres genres que la fiction, et donc notamment davantage d'investissements pour l'animation, et 2, également d'orienter ces investissements vers davantage de productions inédites et pas que des acquisitions. Donc ça, c'est pour la production française. Maintenant, côté prestations, on note effectivement une très forte baisse de l'activité en 2024. Donc la prestation, nous, on voit la situation à travers les dépenses en France des programmes étrangers d'animation qui ont bénéficié du crédit d'impôt international. Et ces dépenses-là, elles avaient connu un fort essor entre 2019 et 2021. Vous le voyez, elles avaient plus que doublé. On était passé de 92 millions d'euros environ en 2019 à 185 en 2021. Et elles avaient continué à progresser et demeurer à un haut niveau. En 2022-2023 et 2024, on a une première baisse importante de 14% des dépenses. On revient à 167 millions d'euros de dépenses pour ces projets. Et si on zoome sur les projets audiovisuels d'animation, c'est même une baisse de 38%. Donc une baisse assez conséquente, sachant que l'an dernier, nous avons eu par ailleurs moins de projets, de nouveaux projets agréés au crédit d'impôt international. Nous en avons eu 15 en animation, c'était 25 en 2023. Et à nouveau, comme ces projets-là vont générer des dépenses sur les 2-3 ans à venir, on peut s'attendre à une nouvelle baisse des dépenses pour 2025. Alors pourquoi cette baisse de la prestation? Et c'est surtout ça qui impacte l'activité au niveau de la filière. C'est évidemment parce qu'on a aussi 2/3 des projets qui nous viennent des États-Unis. Et ce que j'avais montré l'an dernier, c'est qu'on a eu une très forte contraction du marché américain. Alors, on voit aujourd'hui que les commandes de séries d'animation sur ce marché-là se stabilisent, mais elles se stabilisent à un niveau bas. On a 164 séries qui ont été commandées au cours des 12 derniers mois. Si on s'arrête à fin mars 2025, d'après les données d'Ampère Analysis, on était à 265 alors, en 2021-2022, au moment du pic d'activité. Et cette baisse-là, elle est évidemment en lien avec l'éclatement de la bulle d'investissement des plateformes. Et ça, c'est ce que vous voyez sur le deuxième graphique. Je suis désolée, je passe assez rapidement, mais le graphique avec la courbe en pointillé, on voit très nettement la baisse des investissements des plateformes, du nombre de séries d'animation commandées. Et c'est une baisse qui se poursuit d'ailleurs en 2024 à moins 7%. Donc contraction du marché américain qui reste toujours à un niveau faible, et puis désormais aussi un recul du niveau de commande sur l'Europe de l'Ouest de 25% sur un an, alors qu'on était à un haut niveau les 2 années précédentes. Et en revanche, on voit le marché asiatique qui, lui, se porte bien, et même très bien, qui a renforcé son niveau de commande. Et ça, c'est en particulier le marché japonais, le Japon qui est plutôt sur une crise de croissance, avec une demande d'animé qui est toujours plus forte. Donc je le disais sur la production française qui, elle, affiche plutôt un certain dynamisme en 2024. Ce sont d'abord quand même toujours les diffuseurs télé qui sont commanditaires de ces programmes d'animation. Et la télévision, du coup, va rester au cœur, évidemment, du modèle et un socle pour les œuvres audiovisuelles françaises. Déjà parce qu'on a beaucoup d'heures d'animation diffusées à la télévision. C'est plus de 15 000 heures en 2024 et c'est en progression. Donc un volume d'animation à l'antenne toujours plus important. Et en revanche,
c'est une tendance qu'on voit depuis 2-3 ans maintenant, de moins en moins de nouvelles séries françaises qui sont lancées sur les chaînes de télévision. Ici, on est évidemment en linéaire, et on est hors France 4, parce que France 4 n'est plus intégré dans la mesure de médiamétrie. Mais vous voyez donc hors France 4, on avait 7 nouvelles séries françaises lancées, on en avait 9 en 2023, on en avait 15 en 2022. Alors France 4 nous a communiqué ces chiffres, eux ont dans le même temps lancé 8 nouvelles séries, donc France 4 reste quand même fer de lance sur ces nouveautés françaises. Et vous voyez ici quelques exemples de nouveautés lancées l'année dernière. Ce sont essentiellement évidemment des programmes pour enfants, à quelques exceptions. On peut parler de Samuel bien évidemment, qui a été un carton comme vous le savez sur YouTube et les réseaux sociaux, mais c'est essentiellement évidemment des programmes pour enfants preschool et donc d'abord regardés par les enfants, puisque, vous le voyez, chez les 4-14 ans, plus de 16% du temps qui passe devant la télévision, c'est pour regarder des programmes d'animation. Gulli reste largement en tête sur l'animation et la consommation d'animation des enfants, suivi de TF1, et puis France 5 et TFX ont fortement progressé parce qu'ils ont renforcé leur offre d'animation, et notamment, vous le savez, un certain nombre de programmes d'animation qui étaient diffusés en matinale sur TF1 ont basculé sur TFX. La bonne nouvelle, c'est que les enfants ont suivi leur héros préféré, et donc du coup on voit aussi une croissance de TFX. Et puis surtout ce qui est important ici, c'est que vous voyez que plus de 50% de la consommation d'animation, elle se tourne vers les œuvres françaises, et ça c'est une bonne nouvelle, sachant qu'en plus ici à nouveau on est hors France 4, et sur France 4 il y a beaucoup de programmes français. Donc l'an prochain, nous devrions à nouveau avoir France 4 dans le périmètre, puisque France 4 a réintégré la mesure de médiamétrie, donc on verra cette part des programmes français normalement augmenter. Donc en réalité, on est même plus qu'à 50% de consommation d'œuvres françaises. Et vous le voyez dans le top 5, on a 2 programmes français, les Sisters et Zig et Charcot, en 3e et 4e position. L'indétrônable Pas de patrouille en première position, et puis Chuggington et Ruben et compagnie en 5e position. Alors évidemment, la consommation audiovisuelle, elle se déplace du linéaire vers le non-linéaire, et c'est encore plus vrai et plus marqué chez les enfants. Alors ça, les chaînes de télévision l'ont bien compris, elles investissent toutes dans leur plateforme. Et on peut citer d'ailleurs le succès d'Oku. Oku, c'est plus de 560 millions de vidéos vues l'an dernier. Et cette consommation, elle se déplace aussi sur les services de vidéo à la demande par abonnement. Et sur ces services-là, on a une offre d'animation qui est toujours plus importante, toujours plus riche. Vous le voyez ici, on est plus de 120 000 épisodes, contenus d'animation, toujours selon Médiamétrie sur ces plateformes. Alors, sachant que Médiamétrie a aussi intégré au cours de l'année 2024 Crunchyroll, qui est évidemment une offre très étoffée. Et par contre, vous voyez que les contenus français pèsent pour à peine un peu moins de 15% de l'offre d'animation. Donc la place de l'animation française est évidemment beaucoup moins importante sur ces services, sachant qu'il y a de nombreux services américains, mais qu'il y a aussi Crunchyroll qui a une part importante, quasiment que d'animés japonais. Donc c'est ce qui explique les 46% d'œuvres d'autres nationalités qui ne sont ni américaines ni européennes. Donc une part plus faible des œuvres françaises dans l'offre et une part encore moins importante en termes de consommation d'animation. Les programmes français, c'est à peu près 11% de la consommation d'animation, mais ici on est chez les 15 ans et plus, puisque Médiamétrie ne mesure la consommation que chez les 15 ans et plus. Et comme je vous le disais, c'est vrai que les programmes d'animation français sont d'abord tournés vers les enfants, vers le preschool, et donc forcément, on a aussi, sur ce segment, en tout cas jeunes adultes, on est moins bien positionné. Là où les programmes américains, par contre, surperforment. Et japonais. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs ici dans le top 10. Alors oui, on a une production franco-américaine qualifiée comme telle par Médiamétrie en tête, Arcane. Et après, vous voyez, pour le reste, ce sont des grandes licences américaines et japonaises, One Piece, les Simpsons, etc. Autre lieu de consommation, évidemment, devenu incontournable pour les contenus jeunesse, c'est YouTube. En avril dernier, c'est près de la moitié des enfants de 3 à 12 ans qui regardent YouTube, c'est même les 2/3 chez les 11-12 ans, et on a 35% qui disent avoir regardé des dessins animés au cours des 7 derniers jours sur YouTube. Donc c'est évidemment extrêmement important, et d'autant plus important qu'on a une majorité d'enfants qui disent passer plus de temps à regarder YouTube qu'à regarder la télévision, 43%. Et à l'inverse, seulement 33% qui disent regarder plus longtemps la télévision que YouTube. Et c'est encore plus vrai chez les 11-12 ans, donc on voit l'importance ici aussi d'être présent sur YouTube, sur ce lieu de consommation. Alors on a à nouveau des grandes franchises françaises qui
sont déjà bien ancrés sur YouTube. Vous avez Oggy les Cafards qui a plus de 13 millions d'abonnés sur YouTube. Donc, mais c'est clairement un lieu aussi où il faut être présent, parce que c'est aussi là où les enfants regardent des contenus d'animation. Donc ça, c'est côté audiovisuel. Côté cinéma d'animation, maintenant, évidemment, on n'est pas sur la même échelle, on n'est pas sur une production industrialisée comme l'audiovisuel. Néanmoins, on a une certaine vitalité qui se confirme chaque année. On avait atteint un nombre record de films agréés en 2023, 18 films agréés d'animation. En 2024, on est à 13 films d'animation, ça reste le deuxième plus haut niveau après 2022. Et vous voyez qu'on dépasse désormais systématiquement le seuil des 10 productions d'animation agréées, ce qui n'était pas le cas avant. Donc 2024, 13 films d'animation agréés, dont 9 films d'initiative française, donc avec un financement majoritairement français, et surtout des œuvres d'une grande diversité chaque année, une grande diversité de devis, vous le voyez ici, il s'échelonne de 1,3 million d'euros pour la coproduction minoritaire Olafrida jusqu'à presque 33 millions d'euros pour le dernier volet d'Astérix. Donc grande diversité de devis, grande diversité aussi dans les publics ciblés, on n'est pas que sur de l'animation pour enfants, loin de là, dans les techniques d'animation, dans les styles graphiques, dans les récits, on a aussi bien des créations originales que des adaptations, et puis ce sont des films qui bien souvent font l'objet de sélections en festival ou même remportent des prix. Gaëtan Bruel l'a rappelé pour Arco, que vous voyez dans la liste ici, qui a eu donc le cristal du long métrage au dernier festival d'Annecy. Donc néanmoins, même s'il y a une grande variabilité des devis, vous voyez quand même qu'on a les 2/3 des films qui sont au-dessus des 7 millions d'euros, et globalement, si on regarde sur les 10 dernières années, un film d'animation, ça coûte cher à produire, ça coûte 2 fois plus cher qu'un film de fiction, en moyenne 11,7 millions d'euros sur les 10 dernières années, contre 4,9 millions d'euros pour un film de fiction. Et ce que l'on constate aussi, c'est que de nombreux films d'animation vont dépasser leur budget prévisionnel, c'est le cas de 63% d'entre eux, contre 26% de l'ensemble des films agréés, et ce qui montre aussi, à nouveau, on est sur des cycles de production longs et donc risqués, d'où ces dépassements plus fréquents des devis. Donc à nouveau, si on regarde la structure de financement côté cinéma d'animation, on va retrouver un peu les mêmes spécificités qu'en audiovisuel, à savoir l'importance des apports étrangers. Il faut savoir que 70% des films d'animation sont des coproductions. Et donc vous le voyez ici, les apports étrangers, c'est 19% des financements dans le cinéma d'animation, alors que dans le même temps, c'est 9,5% pour l'ensemble de la production française. Si on y ajoute à cela les MG étrangers par française, toujours un peu barbare, qui sont en réalité donc les mandats pris par des distributeurs français, mais pour une exploitation de ces films à l'étranger, sur des territoires étrangers, on arrive à une valeur de l'étranger, donc en additionnant apport étranger et ces MG étrangers, de 34%, qui est là aussi 2 fois plus importante que l'ensemble des films agréés. Autre spécificité commune avec l'audiovisuel, c'est le fait que la part diffuseur, donc la part des devis couverts, là on est sur les coûts, coûts définitifs couverts par les diffuseurs, est bien moins importante, 12% pour les films d'animation contre presque 32% pour l'ensemble des films agréés, donc on est à 2-3 fois moins pour les films d'animation. Et puis là, vous voyez également que les aides publiques et régionales sont un peu moins importantes en revanche sur les films d'animation, 20,5% contre 24,8% sur l'ensemble des films. Dans le détail, c'est parce qu'il y a moins d'aides automatiques qui sont mobilisées en proportion sur les films d'animation. En revanche, il y a davantage d'aides sélectives et notamment davantage de films d'animation qui bénéficient de l'avance sur recettes si on compare à l'ensemble de la production française. Donc comme je le disais, on a une production française qui est très éclectique, très hétérogène, et donc forcément, chaque année, on va avoir des films très différents qui sortent en salle, un line-up très différent, et ce qu'on retrouve, donc du coup, c'est des résultats très différents pour les films français. Si on regarde en part de marché en entrée, en 2024, les films français, c'est 8,1% des entrées, on est plutôt dans la fourchette basse, mais nous n'avions pas de grand film familial qui avait l'ambition de faire des millions de spectateurs. Le premier film français, c'est Flo, qui à son échelle a connu un très beau succès à 520 000 entrées, et qui est au coude à coude d'ailleurs avec La plus précieuse des marchandises, qui est aussi autour des 500 000 entrées en 2024, alors qu'en 2023, on avait Miraculous, par exemple, ou Patty et la colère de Poséidon, et donc on était plutôt à 14% de part de marché. Cela étant, ce qu'on constate chaque année, c'est évidemment la prédominance des films américains, et c'est encore plus vrai en 2024, puisque les films américains, c'est 82% des entrées, avec notamment 3 films qui, à eux seuls, ont fait 64% des entrées, c'est Vice Versa 2, Vaiana 2, Moi Moche et Méchant 4.
alors même, donc forte concentration des entrées, alors même qu'on avait une offre encore plus riche de films d'animation en salle. On a eu 60 nouveaux films d'animation en salle en 2024, c'est un niveau record, avec notamment 18 films japonais, là aussi du jamais vu. Mais ces films japonais, en tout cas en 2024, n'ont pas cartonné, ont fait des petits scores. Et au global, vous le voyez, c'est 30 millions d'entrées pour l'ensemble des films d'animation inédits en 2024, ce qui fait que l'animation, elle est revenue à son niveau d'avant-crise. Et d'ailleurs, c'est le seul genre à être revenu à son niveau d'avant-crise, même au niveau mondial. Ce qui fait qu'au niveau mondial, l'animation, aujourd'hui, c'est 1/5 des entrées dans le monde. Alors, où en est-on à date à 2025 ? Nous avons 3 films d'animation français dans le top à date. 2 coproductions minoritaires, Au Père et le secret de la marmotte et Une nuit aux zoo, et puis Arco, donc joli score qui est à presque 300 000 entrées, sachant que son exploitation n'est pas terminée. Et puis évidemment, mercredi prochain sort Zootopie 2, qui risque de détrôner Demon Slayer, qui pour l'instant est en tête. Et enfin, pour finir sur la place de l'animation française à l'international, on a connu une année 2024 plutôt en demi-teinte. Alors la France, Gaëtan le rappelait, reste évidemment un producteur majeur d'animation, un des principaux pays producteurs d'animation dans le monde. Si on regarde le classement en nombre de séries commandées sur les 12 derniers mois, toujours d'après les chiffres d'Ampère, on est 4e coude à coude avec le Canada et par contre loin derrière les États-Unis et encore plus le Japon qui a renforcé sa position de leader. Et donc, côté export maintenant, l'animation française cinématographique, elle s'est un peu moins exportée en 2024 qu'en 2023, mais ça fait écho à la situation que je vous décrivais dans les salles françaises, tout simplement parce qu'on n'avait pas un line-up aussi fort, avec un potentiel aussi important qu'en 2023. 2023, Miraculeuse, Patty, La colère de Poséidon ont connu d'excellents scores aussi à l'international. Donc au total, on avait près de 12 millions d'entrées pour les films d'animation français à l'international. En 2024, on est à 6,3 millions d'entrées à l'international. Donc au final, quand même, si on regarde sur les 10 dernières années, c'est pas moins que 136 films d'animation français qui ont été exploités à l'étranger, donc c'est quand même conséquent, qui ont généré 81 millions d'entrées, et donc c'est près de 70% des entrées des films d'animation français qui sont réalisés à l'international. Donc à nouveau, on voit quand même l'importance toujours de l'international pour l'animation cinématographique française. Et une étude de l'Observatoire européen de l'audiovisuel qui est très intéressante, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la consulter, elle est parue cet été ou en septembre dernier, montrer, ce qu'on sait déjà, que la production française est de loin la première production européenne, mais montrer aussi que les films français s'exportent mieux et beaucoup mieux que les films d'autres nationalités. Et enfin, côté audiovisuel, par contre, on a une tendance de fond depuis 4 ans désormais à la baisse, avec des programmes d'animation qui ont de plus en plus de mal à s'exporter. Donc on a une nouvelle baisse, alors ici on est sur les données 2023, on a toujours un an de décalage sur l'animation audiovisuelle. On a une nouvelle baisse donc en 2023 de 11% sur un an, à 51 millions d'euros de ventes à l'international. C'est le plus bas niveau, vous le voyez, depuis 2015. Et évidemment, l'animation audiovisuelle française, à nouveau, ce dont elle a souffert, c'est du contexte et de la contraction au niveau international des commandes et des acquisitions et de la rationalisation des investissements des plateformes et de la frilosité aussi des acheteurs qui préfèrent acheter, renouveler des licences connues et reconnues plutôt que d'investir dans des nouveaux programmes. Et on le voit très bien, nous, puisqu'on a quand même des succès mondiaux, des grandes franchises qui continuent à très très bien circuler à l'international, notamment en preschool. Zig et Charcot, Molang, Grizzly et Lemmings, Sam Sam continuent à très très bien circuler. Plus de difficultés à vendre les nouveautés. Alors, petit signe quand même positif, c'est qu'en lien avec le regain de la production française, on a eu une hausse des préfinancements étrangers associés qui atteignent 56 millions d'euros en 2024 et on revient à un niveau proche de la décennie. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est évidemment qu'on a une filière qui est fragilisée par la conjoncture internationale, par la contraction du marché américain et maintenant par la baisse aussi des commandes au niveau européen, ce qui a entraîné un coup d'arrêt à la croissance de l'activité de prestation qu'on avait connue pendant plusieurs années, et même une baisse, qui impacte aussi les ventes à l'export pour l'animation audiovisuelle. Et puis on a une concurrence, en revanche, qui est toujours plus exacerbée, et notamment une concurrence des contenus asiatiques, et notamment japonais, mais pas que. En Corée du Sud aussi investit beaucoup dans l'animation. Donc voilà, donc une filière qui est fragilisée par la conjoncture internationale. Cela étant, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a quand même des fondamentaux solides, et notamment notre modèle de production audiovisuelle français qui est toujours vertueux, qui montre à nouveau un certain dynamisme, un grand dynamisme même en 2024, avec
Donc une production en termes de volume horaire élevé, avec un coût horaire au plus haut, donc des œuvres aussi mieux financées, avec des premiers projets de SMAD étrangers dont on espère et qui devraient se développer. Et puis on a cette vitalité de la production cinématographique, et si on regarde les premiers chiffres 2025, on est toujours d'ailleurs sur cette tendance-là à une production d'animation toujours importante. On a également une création française qui reste très puissante en télévision. Quand je dis télévision, c'est aussi bien linéaire que non linéaire sur les plateformes des diffuseurs télé, et des licences fortes qui continuent de bien circuler dans le monde. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut capitaliser pour relever nos défis côté diffusion, parce qu'évidemment, le défi, c'est de consolider et d'accroître notre place sur les autres lieux de consommation, que sont la SVOD, que sont YouTube. Également, en corollaire, des nouveaux publics à conquérir. Je pense notamment à tout ce qui est jeunes adultes, ça se développe, mais on est encore moins bien positionné sur ce segment-là. Et puis, évidemment, le défi, c'est parvenir à faire émerger les productions françaises côté cinéma dans un environnement qui est quand même très concurrentiel, très dense, et un circuit salle qui est toujours dominé par les franchises américaines. Et je vais laisser Stéphane Lebars commenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Cécile pour ces chiffres. Je veux bien approcher le micro, s'il te plaît. Approcher le micro. C'est mieux comme ça. Effectivement. Avant de commenter les chiffres de Cécile et de vous donner un peu une vision du secteur du point de vue d'Anime France et des producteurs, je voudrais tout d'abord commencer mon propos pour remercier Gaëtan Bruel, le président du CNC, pour sa prise de parole en introduction de cette matinée. Je pense que c'était une parole très forte, attendue dans cette enceinte qui s'intéresse plus particulièrement aux questions de formation et d'emploi. Et je pense que c'était un moment important pour l'industrie, dans un contexte qui est difficile, on l'a rappelé tout au long de ces 2 journées qui viennent de se dérouler. Je tiens aussi à remercier Simon qui a fait la présentation pour l'Eureka, mais surtout toute l'équipe d'Eureka et toutes les écoles qui ont participé, qui sont rentrées dans ce processus de labellisation. C'est un pas important, là aussi, pour l'industrie, que les écoles puissent s'organiser, définir un label qui permettra de clarifier l'offre de formation et les résultats que les étudiants peuvent en attendre à la sortie. Et Anime France sera bien évidemment présent aux côtés d'Eureka. Je rappelle juste que les questions de formation ont toujours été au cœur de la réflexion du syndicat. On a historiquement beaucoup échangé avec Pierre Emma, qui était à l'époque le directeur des Gobelins, qui était un peu la première école dans le secteur pour construire une offre de formation susceptible d'accompagner le développement de l'industrie dans les années 90 et la fin des années 80 et début des années 90. Il n'y a pas d'industrie sans formation d'excellence, et ça a toujours été au cœur de notre réflexion. C'est pour ça aussi qu'on a accompagné à l'époque la Poudrière, et derrière, on a été un des artisans de la construction du réseau d'Eureka. On a incité les écoles à l'époque à s'organiser, à se regrouper, pour répondre déjà à un objectif qui a été rappelé par Simon dans ses slides, qui était celui de clarifier l'offre de formation, notamment pour les étudiants et pour leurs familles. Nous, au syndicat, on était débordés d'appels de gens qui disaient où est-ce que mon fils, ma fille doit aller, quelle est l'offre de formation, qu'est-ce que vaut cette école par rapport à une autre. Et bien évidemment, ce n'était pas notre job. Et donc, on avait, je dirais, à l'époque, incité les écoles à se regrouper au sein d'Eureka pour justement offrir une visibilité aux enfants et aux familles sur l'offre de formation en France. Donc aujourd'hui, on passe à une autre étape. Je pense qu'elle est indispensable au regard de l'évolution de l'écosystème, à la fois de la formation et de l'industrie.
Et encore une fois, Anime France sera aux côtés d'Eureka pour continuer à s'impliquer et à réfléchir ensemble pour accompagner les questions de formation sur le territoire français. Il y a un certain nombre de premiers chiffres qui ont été délivrés par Simon tout à l'heure qui sont particulièrement importants et intéressants. Aujourd'hui, ce qui caractérise le marché français, c'est l'incertitude, il faut être clair. Il y a 3 ans, j'étais venu ici en disant « Attention, l'hiver va arriver ». J'avais jeté un froid glacial dans la salle, puisqu'on était à l'époque en train de commenter les chiffres de l'année 2022. Donc on était dans une situation où on affichait que des records en termes d'emploi. Et j'avais dit donc en novembre 2023, attention, le marché s'est retourné depuis l'automne 2022. Et effectivement, depuis, on a pu voir les conséquences de ce retournement du marché, notamment à travers les données de l'année 2024, qui marquent un point bas dans l'industrie, en tout cas on peut l'espérer, puisque les premiers chiffres de l'année 2025 montrent qu'on est au fond de la piscine, mais on ne descend plus, pour prendre une autre image, donc c'est plutôt une bonne chose, et qu'on peut espérer désormais pouvoir remonter la pente dans les années qui viennent. Comme pour la descente, la remontée sera lente, puisque l'industrie de l'anime est une industrie de cycle long, il faut en avoir conscience, et donc cette remontée sera aussi lente à se traduire dans les datas et dans le ressenti du paysage. Donc globalement, c'est comme ici à Angoulême depuis hier que je suis arrivé, le temps est froid à l'extérieur et il l'est également dans le secteur de l'animation. On est globalement revenu, en tout cas en termes d'emploi, à une époque qui est celle de la période, avant la période Covid, quoi, grosso modo. Toute la croissance de la période Covid et surtout, en fait, puisque que la période Covid, de la croissance des plateformes américaines et des commandes des plateformes américaines, est derrière nous, comme l'a très bien démontré Cécile à travers ses chiffres. Et donc, globalement, il va falloir reconstruire à partir de là pour pouvoir retrouver une dynamique en matière d'emploi. On est à un moment important dans cette reconstruction de la dynamique du secteur. On a 2 enjeux majeurs qui se jouent d'ici la fin de l'année et le début de l'année. Le premier enjeu majeur, il a été rappelé par le président du CNC. C'est celui de la modification ciblée du décret SMAD en faveur notamment de l'animation, en faveur des genres de la diversité, c'est-à-dire le documentaire, l'animation et le spectacle vivant, pour leur permettre d'avoir une petite place dans les obligations des plateformes qui sont aujourd'hui dirigées massivement vers la fiction. C'est un enjeu majeur. On remercie la ministre de la Culture pour son volontarisme sur le sujet. C'est une modification qui se fait, vous vous en doutez, pas forcément avec l'aval des plateformes américaines. Et donc on va avoir encore dans les semaines qui viennent et très certainement début 2026 encore un combat important à mener sur ce terrain-là, mais c'est un combat essentiel pour le secteur. Je ne sais pas si je m'affiche ou pas. Non, je ne m'affiche pas. C'est pas grave. Puisque globalement, aujourd'hui, toutes les études montrent que la consommation d'animation des enfants bouge vers des acteurs qui sont peu régulés, les plateformes américaines, ou mal régulés comme YouTube. Donc c'est important que notre système d'encadrement à travers les obligations de production puisse demain matin couvrir ces acteurs. Alors YouTube, c'est un chemin qui est encore long,
qui n'arrivera pas très certainement avant la révision de la directive SMA qui va vraiment s'ouvrir l'année prochaine et qui devrait aboutir dans le courant de l'année 2027, donc une transposition en droit français pas avant 2028, donc il va se passer encore beaucoup de temps avant qu'on puisse faire rentrer YouTube dans le paysage. Mais la question aujourd'hui, c'est véritablement d'améliorer la contribution d'acteurs qui sont aujourd'hui dans le paysage, qui sont les plateformes américaines qui sont soumises à des obligations depuis 2021, depuis juin 2021. Donc ces plateformes, elles ont un peu d'obligations d'animation aujourd'hui, qu'on a obtenu de haute lutte après des recours devant le Conseil d'État qui les ont obligés à revenir à la table des négociations. Et force est de constater aujourd'hui que ces obligations produisent assez peu d'effets, en tout cas quasiment pas d'effets en matière de production inédite. Ça a été dit par Cécile, en 2024, les plateformes américaines en France, en matière de production inédite d'animation télé, c'est 22 heures pour 2 millions d'euros d'investissement sur un total d'investissement qui doit friser les 300 millions d'euros. Donc c'est vraiment moins que la peau de chagrin. Donc cette modification du décret, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de favoriser l'investissement dans la création d'œuvres d'animation notamment, et également dans des œuvres inédites, pour faire en sorte que les plateformes américaines ne consomment pas ou n'utilisent pas que des catalogues français sans investir dans la production inédite. Aujourd'hui, elles surfent en matière de consommation sur des productions qui ont été initiées par les producteurs français avec France Télévisions, avec TF1, notamment avec M6, Gulli, et globalement, elles se contentent d'acheter des catalogues au détriment de la production inédite. Le bilan de l'ARCOM et du CNC qu'évoquait Cécile tout à l'heure, en 2024, ou 2023 plutôt, sur les investissements en faveur de l'animation, c'est pas grave, sur les investissements en faveur de l'animation, 94% de l'investissement des plateformes étaient des investissements dans des catalogues. Donc on est à un moment important de l'industrie, c'est de pouvoir véritablement, 3 ans après l'arrivée des plateformes américaines dans la législation et la réglementation française, de pouvoir les faire contribuer à l'industrie française de l'animation en matière de production inédite. Donc le décret a fait l'objet d'un feu vert de la Commission européenne le 13 octobre dernier, et on est dans une dernière ligne droite où on doit avoir les avis de l'ARCOM d'ici la fin de l'année et celui du Conseil d'État avant une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et une mise en œuvre progressive, puisque le quota de diversité va progresser entre 26 et 28, de 12% à 20%, et à l'intérieur de ces 20%, à terme, il y aura une part qui sera dédiée à l'animation, qui sera variable en fonction du positionnement éditorial de chacune des plateformes. Mais sur toutes les plateformes, vous avez énormément d'animation, y compris sur des plateformes dites généralistes. Aujourd'hui, Netflix, Prime Video, c'est plus de volume d'animation disponible pour les enfants et les jeunes adultes que Gulli, que Oku, etc. Donc ce sont des joueurs qui offrent beaucoup d'œuvres d'animation. Et quand on regarde une des études, c'est celle-là que je voulais vous afficher, les résultats d'une étude qui a été commanditée par l'ARCOM en juin dernier. Le premier lieu de consommation des œuvres d'animation pour les enfants de 4-14 ans, c'est les SMAD, avec plus du tiers de la consommation, devant les chaînes hertziennes et leurs plateformes, grosso modo, qui représentent elles aussi à peu près le même poids, et derrière YouTube, et pour finir, les réseaux sociaux comme TikTok qui commencent à apparaître dans le paysage. Donc c'est un moment important. L'autre moment important, bien évidemment, c'est celui qui se joue en ce moment à l'Assemblée nationale et dans quelques jours au Sénat, qui concerne comment France Télévisions et le budget de l'audiovisuel public. On a un accord avec le groupe France Télévisions qui doit permettre de consolider et de renforcer les investissements dans le secteur de l'animation, et cet investissement est questionné
au regard de, des réductions qui sont prévues sur le budget de l'audiovisuel public, puisque le projet de loi de finances qui a été proposé prévoit aujourd'hui une baisse des concours de l'audiovisuel public de 70 millions d'euros, et qui donc devrait se traduire par une baisse dans l'engagement de France Télévisions dans la création patrimoniale, et donc possiblement avec un recul de l'investissement de France Télévisions dans le secteur de l'animation. France Télévisions, vous l'avez vu, c'est le premier partenaire de l'industrie française. Donc quand France Télévisions s'enrhume, nous on tousse. Donc c'est clair que c'est un enjeu extrêmement important pour la filière. On surveille avec beaucoup d'attention les débats au niveau parlementaire. On a fait passer pas mal de messages sur les enjeux que pouvait, sur les enjeux que ça pouvait avoir pour la filière de l'animation, mais aussi l'ensemble de la filière audiovisuelle. Et voilà, on attend avec on espère que je dirais, les décisions des parlementaires permettront peut-être de revoir cette trajectoire. Et en tout état de cause, que si demain matin France Télévisions a le budget tel qu'il est prévu, qu'il a, pourra être en mesure, dans les choix qu'il fera, d'impacter aussi peu que le moins possible le secteur de l'animation. Rapidement pour finir, je disais qu'on est quand même dans un secteur où effectivement l'incertitude reste grande. Le moteur du secteur ces dernières années, ça a été la prestation de services pour les clients, notamment nord-américains. Les données de Cécile démontrent que la situation est à un niveau bas en termes d'intention de commande des plateformes américaines et des acteurs américains, et donc le travail qui peut se déverser un peu partout dans le monde par effet de ruissellement est effectivement lui aussi atone. Des échanges que j'ai pu avoir avec un certain nombre de studios, il y a aujourd'hui un bas bruit, un retour de demande de devis, etc., de la part de ces clients américains, mais on est loin encore entre des demandes de devis, de voir un petit peu sur un certain nombre de projets ce qui pourrait être fait, et la concrétisation de l'intention. Donc la situation du côté de la prestation de services, si on met à part le cas de Illumination, qui est installé, lui, sur le territoire français et qui constitue une part importante des investissements en prestation de services qu'a exposé Cécile, le marché reste quand même très atone du côté de la prestation de services. Et c'est pas là qu'il faut attendre, je dirais, le redémarrage le plus immédiat. Donc c'est vrai que les modifications qu'on a du côté à la fois du décret SMAD et du côté de France Télévisions sont quand même essentielles, puisque ça permettra là de soutenir l'activité. Parmi les bonnes nouvelles, il y a quand même l'arrivée de Crunchyroll dans le paysage, qui est rentré dans le système des obligations de production. Mine de rien, c'est entre au moins 6 millions d'euros d'investissement par an dans le secteur, voire à terme entre 6 et 8, à la fois dans la télévision et dans le cinéma d'animation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le paysage, ça fait un acteur de plus. Et on peut espérer que cette dynamique se poursuive, puisque Crunchyroll est sur une pente commerciale dynamique, et comme ses obligations sont assises sur son chiffre d'affaires, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté de la télévision, on est dans un domaine d'incertitude. On voit bien que notre modèle historique, qui consistait à avoir un financement français puissant à travers les chaînes de télé, le CNC, le crédit d'impôt, et aller vers le marché international en gardant tous nos mandats entre les mains et en étant essentiellement sur de la prévente, est un modèle qui est questionné par les capacités d'investissement de tous les investisseurs internationaux. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle qui est aujourd'hui définitivement mort. Il y a un certain nombre d'exemples récents qui montrent que les producteurs français ont encore cette capacité à lever des financements importants sur le marché international, et les résultats 2024 du CNC, avec un rebond très marqué des préventes,
sur un certain nombre de franchises de poids montre cette capacité toujours à lever du financement à l'international, y compris en prévente. Mais c'est clair que le modèle va évoluer avec une place plus importante de la coproduction dans le paysage. Et on voit depuis 2 ans que le volume des investissements en copro sont à un haut niveau, à plus de 35 millions d'euros par an, ce qui montre quand même que c'est une alternative sérieuse dans le modèle. Et c'est vrai que qui dit coproduction dit partage du travail. Et voilà, ça veut dire aussi de penser nos règles de soutien qui ont été essentiellement réfléchies dans l'ancien modèle, celui de la prévente, de l'adapter par rapport à un monde qui bouge avec le retour de la coproduction. Dans le paysage aussi, quand même rapidement, dans les bonnes nouvelles, c'est qu'on voit quand même dans ce paysage de la télévision qui est fortement chahuté, que les télévisions publiques sont restées solides, notamment en Europe. On parlait de France Télévisions tout à l'heure, mais c'est aussi le cas de la RAI, le cas de la ZDF, le cas de la BBC. C'est quand même des acteurs qui sont aujourd'hui solides, qui ont tenu l'industrie et qui ont permis à un certain nombre de productions de se faire. Donc, dans ce monde d'incertitude, bien évidemment, les producteurs vont devoir faire preuve de résilience et surtout d'agilité pour pouvoir faire évoluer leur modèle, s'adapter aux chocs technologiques qui arrivent avec l'IA et l'IA générative. Et plus que jamais, il faudra tester un certain nombre de choses et ne pas hésiter à casser les modèles pour pouvoir sortir par le haut de ce moment difficile. J'espère que l'année prochaine, on sera en capacité de commencer à avoir un début de rebond des chiffres de l'emploi. Mais voilà, on est encore dans un monde d'incertitude et je ne peux pas vous annoncer encore que malheureusement la lumière est tout à fait au bout du tunnel. En revanche, on peut se donner rendez-vous l'année prochaine. Voilà, tout à fait. Pour voir ça. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Cécile.